Le mobile money est devenu un outil incontournable, mais aussi une cible de plus en plus prisée par les fraudeurs. Pour nous éclairer sur ce phénomène et comment s'en protéger, nous recevons le commissaire Parfait Manzan, responsable adjoint à la PLCC. Bonsoir commissaire. Bonsoir madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour envoyer de l'argent, payer des factures ou recevoir des paiements, même sans compte bancaire. Imaginez que vous deviez expliquer ce service à quelqu'un qui n'en a jamais eu besoin ou qui n'en a jamais entendu parler. Comment vous définiriez le mobile money? Merci. Je vais définir le mobile money comme de l'argent électronique qui est accessible, qui est d'abord commercialisé, accessible via une carte SIM. C'est un service financier qui permet d'effectuer des opérations financières à travers un téléphone. Sans carte bancaire, comme vous l'avez dit, également sans compte bancaire. Il permet de faciliter le quotidien des populations en permettant l'achat, par exemple, dans des supermarchés, également payer des factures. Il permet également d'envoyer de l'argent à une personne partout dans le pays. Mais derrière cela, comme vous l'avez dit, il y a des fraudes. Donc, c'est la raison de ma présence ici. Alors, supposons qu'un proche reçoive un message étrange, on va dire, lui demandant de confirmer un code ou de cliquer sur un lien pour récupérer un soi-disant gain, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Quelques jours plus tard, il se rend compte que son compte mobile money a été vidé. Selon vous, quelles sont les méthodes utilisées par ces personnes-là qui réussissent à induire la population en erreur? Effectivement, cette méthode, nous on l'appelle l'usurpation des opérateurs. Qu'est-ce que le cyberdélinquant y fait? Il va appeler le client, il va lui faire savoir qu'il appelle de la part de l'opérateur mobile money et que ce dernier-là a été tiré au sort et gagne un gain. Ensuite, il va faire composer des syntaxes pour que ce dernier puisse entrer en possession de son gain. Mais derrière ces syntaxes, en fait, il est en train de vider le compte de la personne qui l'appelle. Voici un peu comment les cyberdélinquants procèdent pour ce genre de fraude. Alors, imaginons que la victime de fraude mobile money décide de porter plainte. À votre avis, quelles sont les lois ou dispositifs juridiques qui sont mis en place pour traiter ce genre de délit? Oui, il y a la loi sur la cybercriminalité. C'est la loi 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. En son article 16, il traite l'usurpation. Donc, pour quelqu'un qui usurpe l'identité d'un opérateur, ou bien il se fait passer pour un opérateur, cette loi-là nous permet de réprimer cette infraction-là. Alors, un ami vient vous voir car il commence à utiliser le mobile money pour ses activités quotidiennes. Il veut éviter les erreurs et justement se protéger des différentes arnaques qui existent. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? D'abord, quand on parle de mobile money, on parle de code secret. Et généralement, beaucoup de personnes utilisent leurs données personnelles telles que leur numéro de téléphone, leur date de naissance pour faire leur mot de passe. Ce sont des données très accessibles, faciles à détecter. Donc pour quelqu'un déjà qui veut se préserver de ces fraudes-là, il ne doit pas utiliser ces informations personnelles comme mot de passe. Également, il ne doit pas répondre aux appels, parce que quand quelqu'un vous appelle, il se fait passer pour l'opérateur et puis il vous demande de composer des syntaxes, vous ne devez pas le faire parce que pour tout ce qui est problème lié à une puce ou à un compte mobile money, on se rend en agence pour pouvoir régler ce problème-là. Donc c'est ce que je peux dire, il faut que ces personnes-là évitent de composer des syntaxes de n'importe qui, quand bien même que ce soit un appel d'une personne qui s'est fait passer pour l'opérateur. Il ne doit même pas composer des syntaxes. L'idéal, c'est de se rendre en agence pour pouvoir régler son problème. Merci beaucoup, commissaire, pour ces explications et ces conseils. La sécurité numérique est un enjeu majeur dans notre société connectée. Passons maintenant à une pensée qui résonne parfaitement avec notre débat du soir. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît le chemin. Alors, c'est justement de chemin qu'il est question ce soir. Nous parlons orientation scolaire. Quel est le droit chemin
pour les élèves. Et ce soir, nous allons parler de choix, de parcours, de rêves, parfois freinés, parfois réalisés. En d'autres termes, quel est le bon chemin pour les élèves en matière d'orientation scolaire? Une réflexion essentielle, alors que les décisions post-bac se dessinent pour de nombreux jeunes. Pour cela, nous allons accueillir 4 invités d'exception, experts et acteurs engagés dans l'éducation. Placée sous le thème « Environnement universitaire apaisé, un catalyseur pour renforcer la qualité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire », elle vise à offrir aux nouveaux bacheliers un premier contact avec le monde universitaire. Le ministre Bakongo, gouverneur du district d'Abidjan, est donc heureux, tout comme moi d'ailleurs, qui prend la parole en son nom, d'avoir été associé à cette belle initiative. Tout à l'heure, nous avons écouté des discours qui ont situé la pertinence, l'importance d'avoir une orientation de qualité pour nos futurs bacheliers. Et il voudrait me demander, il m'a surtout demandé d'adresser ces remerciements à un homme que vous avez salué vous-même. Il s'agit du professeur Adama Diawara. Pendant 3 jours, les futurs étudiants visitent des stands, échangent avec des responsables d'établissements, assistent à des panels et reçoivent toutes les informations utiles pour mieux choisir leur filière et comprendre la vie sur les campus. Il faut dire que les journées de l'orientation du bachelier ont pour objectif d'informer suffisamment les nouveaux bacheliers sur les filières de formation de nos différentes institutions d'enseignement supérieur et également sur les débouchés auxquels conduit chacune de ces filières. Alors, j'ai profité de mon intervention tout à l'heure pour prodiguer 2 conseils aux nouveaux bacheliers. Premièrement, qu'ils soient assez lucides dans leur choix d'orientation, parce qu'il y va de leur réussite académique plus tard et même de leur insertion professionnelle demain. Et ensuite, je leur ai prodigué aussi des conseils sur la méthodologie d'études dans le supérieur qui a ses exigences, notamment dans un contexte de licence, master, doctorat, ce qu'on appelle le système LMD. J'ai pu faire un choix spécifique. Je me suis penchée sur l'établissement ESVTP parce qu'il y a plus, il pratique plus le génie civil là-bas. Donc je suis partie parce que j'aime bien le génie civil et puis mon papa est dedans. Donc j'ai vu que ça serait un peu plus et puis avec l'avancée du pays, tout. Donc pour laquelle j'ai choisi le génie civil. Le ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'ouverture pour encourager les nouveaux bacheliers à faire des choix réfléchis et responsables et à profiter pleinement des opportunités offertes. Nous venons de voir un élément sur le salon de l'orientation et c'était un reportage de Zénab Goumbri. Alors, avec nous donc pour essayer de trouver le droit chemin, comme je vous le disais, le sujet ce soir, c'est orientation scolaire. Quel est le droit chemin pour les élèves? Nous avons avec nous professeur Abou Fofana, à ma droite, directeur de l'enseignement supérieur PCO des journées de l'orientation. Bienvenue. Merci. Docteur Brice Niapia, à ma gauche, spécialiste en stratégie et développement de carrière. Merci. Jean Abouo, secrétaire général de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Là. Et BT Bialex, un nouveau bachelier. Oui. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Comment peut-on définir une bonne orientation scolaire aujourd'hui? On va commencer par vous. Merci. Orienter suppose un point de départ et un point d'arrivée. Donc, au départ, c'est le diplôme qu'on obtient et à l'arrivée, c'est l'insertion professionnelle. Donc, en France, on a ce qu'on appelle le ROM, le référentiel d'orientation des métiers d'emploi. En Côte d'Ivoire, nous avons travaillé sur un pendant qu'on appelait le référentiel ivoirien des métiers de l'emploi. C'est-à-dire dans tous les secteurs productifs et les compétences qui sont arrimées, n'est-ce pas, à ces secteurs productifs, quelles sont les compétences qu'il faut développer pendant le parcours scolaire. Donc, orienter, c'est un point de départ, un point d'arrivée, bien entendu, avec des indicateurs pour qu'on avance dans la bonne direction. Merci beaucoup, docteur Niapia. Professeur Fofana. Oui. Alors, avant toute chose, je voudrais faire remarquer que nous venons d'achever les journées de l'orientation du bachelier. Une activité qui a été possible grâce à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à qui nous adressons nos remerciements.
Et nous ne pouvons oublier dans cette liste de remerciements Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Ibrahim Bakongo, et l'ensemble du MENA, à travers les DRENA, les chefs d'établissement, les inspecteurs d'orientation et d'éducation, les mairies aussi qui nous ont accompagnés dans le convoyage de nouveaux bacheliers sur le site. Alors pour en arriver à votre question, je voulais dire avant toute chose que pour parler d'orientation, il y a en filigrane la question donc du projet professionnel de l'élève. Alors ce projet professionnel passe d'abord par un projet de formation. Et ce projet de formation débutera par une orientation. Donc c'est fonction du projet professionnel et du projet de formation de l'étudiant qu'il choisit donc les filières qu'il voudrait embrasser. Merci beaucoup, professeur Fofana. Monsieur Abo. Oui, merci bien déjà de me donner déjà la parole. Je tiens déjà à remercier déjà tous ces différents intervenants sur ce plateau. Déjà, quand nous entendons parler d'orientation, il faut déjà savoir que qui dit orientation parle de carrefour. C'est le carrefour par lequel voilà, l'avenir de l'enfant est tracé. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'un enfant n'est pas bien orienté, il va s'agir que la question donc, de son avenir pourrait être donc hypothéquée. Alors, donc, il est d'abord important de savoir ce que nous entendons donc par orientation. Nous pourrions donc comprendre par là que c'est juste le processus qui aide les élèves à choisir une branche, une filière en fonction de leurs compétences. Et donc, laquelle filière, laquelle branche pourra donc demain nous permettre de pouvoir mieux savoir si effectivement cet enfant-là il pourrait être donc productif et donc aider donc la société. Et donc, c'est ce chemin par lequel l'enfant trace déjà, où nous aidons déjà l'enfant à tracer déjà à partir de ses compétences pour atteindre donc son objectif, c'est-à-dire d'avoir un avenir meilleur. Alors Alex, vous êtes nouveau bachelier. Oui. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis devenu un professeur DPS. Professeur DPS? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que de base d'abord, je sais que j'ai fait le karaté quand j'étais petit. Donc, durant mon parcours scolaire à l'EPS, bon, tout le monde, quand il faisait genre, les gymnastiques, tout le monde trouvait que j'étais meilleur, que ça va. Bon, pour moi, passait vite, quoi. J'avais toujours la moyenne. Bon, Dieu a fait grâce, j'ai eu le bac. Donc maintenant, je pense que je vais rentrer là-bas pour sortir pour cette DPS. Et tu sais déjà où t'orienter? Oui. D'accord, donc on reviendra dessus. Professeur Fofana, est-ce que l'État fait assez pour encadrer l'orientation dès le secondaire? Parce que je pense que c'est à ce moment-là que ça doit commencer, que les élèves doivent déjà savoir où aller. Absolument. Nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation un corps de métier qu'on appelle les inspecteurs d'orientation. Et ces inspecteurs d'orientation sont dans les établissements scolaires, suivent le cursus scolaire de l'élève, depuis les premières moyennes, les fins du semestre, et aident l'élève à pouvoir avancer. Et progressivement, ces inspecteurs d'orientation présentent, en fonction de ce qu'ils pourraient détecter chez un élève donné, le profil de l'élève et par la suite les carrières professionnelles qu'il pourrait embrasser. Donc ce travail est fait en amont par le MENA à travers les inspecteurs d'orientation et nous prenons par la suite la relève au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour approfondir ce travail qui a déjà démarré en cours d'année avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et il y a des professeurs d'orientation dans tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire? Oui, dans tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, nous avons des inspecteurs d'orientation. Tu en as vu un? Oui. Un inspecteur d'orientation? Oui. D'accord. Plein même. Docteur Yapia, quels sont les symptômes d'une mauvaise orientation? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme symptôme d'une mauvaise orientation? L'aspect le plus probant, c'est le chômage. C'est que vous avez fini votre diplôme et ça ne correspond en rien sur le marché de l'emploi. En d'autres termes, vous êtes économiquement inactif. Donc la dimension économique, la productivité économique est l'indicateur clé d'une bonne orientation. Je reçois souvent des étudiants qui me disent j'ai fait un BTS en RH Com
quelle formation vous pouvez me conseiller par rapport à mon diplôme? C'est une mauvaise question. Quelles sont les opportunités présentes sur le marché de l'emploi auxquelles je pourrais appliquer? Vous voyez? Donc, ici, l'étudiant réfléchit par rapport à ce qu'il a appris et non pas par rapport à ce qui existe. Sinon, il y a des opportunités qui existent. Mais comme ils ont l'habitude de s'orienter par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école, c'est pourquoi ils tournent, excusez-moi, ils tournent un peu en rond. Sinon, il y a des opportunités, mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est pourquoi on parle d'inadéquation, formation, emploi. Très bien. Monsieur Abou, du point de vue des parents, où est-ce que les choses coincent concernant l'orientation des enfants? Alors, ce que nous, parents, nous pensons déjà, c'est que au niveau donc des orientations, nous pensons déjà que l'État doit déjà permettre, c'est-à-dire les gouvernants doivent déjà permettre, c'est-à-dire qu'à sortir du système classique qu'on avait à faire déjà, c'est-à-dire depuis bien longtemps. C'est-à-dire que parfois, il nous a été donné, il nous a été communiqué de savoir qu'il y a des filières en griffe dites nobles, c'est-à-dire que le droit, les finances et ainsi de suite. Donc du coup, il arrivait pour certains parents parfois, lorsque les enfants ne sont pas orientés, ils se disent, ah bon, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Non, aujourd'hui, nous pensons qu'à l'OPC, nous pensons que les parents d'élèves, nous, c'est aujourd'hui d'une responsabilité donc, de l'État et aussi même des parents de pouvoir mieux restructurer cette histoire d'orientation. Qu'est-ce qu'en faisant par exemple? Nous pensons que déjà, il a du ressort des parents de jouer un rôle d'accompagnateur et non pas d'imposition. Aujourd'hui, vous avez affaire à des enfants qui sont très intelligents, très smart. Vous pouvez avoir affaire à des enfants qui sont manuels. Mais un enfant qui est manuel, il serait idéal qu'on l'aide à pouvoir être mécanicien, qui s'illustre de la meilleure des manières dans la mécanique, qui s'illustre de la meilleure des manières dans la menuiserie. Quand on lui demande, bon, comme moi, le père, je suis un enseignant, donc va forcément et nécessairement devenir un enseignant. Non, ça ne marche pas. Il faut déjà, en tant que parent, déjà avec déjà les apports que l'État fait, en tant que parent, être capable de pouvoir distinguer l'élément par lequel ton enfant travaille, où il a des compétences. En fonction de là, il est plus facile de pouvoir facilement orienter son enfant et de lui permettre, lui, parce qu'à l'avenir, à la réalité, c'est de véritablement être capable de pouvoir atteindre un objectif. Celui que l'enfant réussisse à atteindre son objectif idéal, c'est-à-dire que de pouvoir se réaliser. Mais on ne peut pas contourner à la réalité l'objectif d'un enfant parce que nous, parents, on voudrait que cet enfant soit ceci ou bien soit cela. C'est pour cela que nous appelons donc aux parents de plus de responsabilité quand il s'agit de la question donc de l'orientation de leurs enfants. Mais justement, qui est le plus responsable d'une mauvaise orientation? C'est l'élève, c'est l'État, ce sont les enseignants, c'est l'école? D'abord, il faut... l'orientation, c'est un processus. Et c'est pourquoi votre terme orientation directe, il n'y a pas d'orientation directe. J'ai mon fils qui a, depuis le CP2, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il veut devenir pilote. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu veux devenir pilote? Non, je veux pouvoir conduire, voyager à travers le monde. Donc, pour être pilote, il te faut être très bon en anglais. Parce que, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'après, je pourrais lui enseigner les maths. Donc, très tôt, il a commencé des cours d'anglais. Et il évolue. Il a son simulateur, il apprend à faire atterrir son avion avec tous les check-ups. Là, il a quel âge? Il vient d'avoir le CPE. Ok, il a toujours le même objectif de devenir pilote. Et il est plus que convaincu. Puisqu'il sait que maintenant, il doit être bon en maths. Puisqu'il a l'anglais qu'il maîtrise parfaitement, il doit être bon en maths. Ça, c'est depuis maintenant. Donc, même s'il va à l'école, peu importe ce qu'il apprendra, il a toujours un objectif clé. Donc, le parent est le premier élément d'orientation. Mais mieux, et je le dis, que l'orientation, c'est d'abord une arrivée. En France, qui est notre pendant, sur lequel on prend des modèles, on a le référentiel opérationnel des métiers et des emplois, le ROM. Chaque métier est codifié et mis à la disposition de tout le monde, qui est vérifiable sur Pôle emploi. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ait ce qu'on appelle le RIM, le référentiel ivoirien des métiers et des emplois, consultable par tous les parents. Quels sont les secteurs pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'un étudiant qui a fait un BTS RH-Com ou finance comptabilité est sûr d'avoir un emploi à la fin de ses études? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on n'embauche pas un comptable chaque jour dans une entreprise. Donc, tous ces milliers d'étudiants qui seront orientés en finance et comptabilité, il y a 92% de chances qu'après les études, ils soient sans emploi. Donc, les parents, le système éducatif, aussi les autorités politiques qui prennent des décisions. Professeur Fofana? Oui. Alors, concernant l'orientation, le choix de filière par les jeunes bacheliers,
Je voulais dire que la définition même du profil de carrière de l'élève part du choix qu'il va opérer par rapport à son projet professionnel et son projet personnel. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons entrepris de répertorier tous les diplômes avec les compétences auxquelles ouvrent ces diplômes. Donc, ce travail est en cours de sorte que les élèves, les parents d'élèves puissent voir quelle est l'adéquation entre le diplôme et le profil de sortie en termes de métier. Ce travail est en cours avec la réforme du BTS engagée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui va livrer ses fruits très bientôt. Nous avons essayé au niveau du BTS de pouvoir identifier les filières porteuses, les filières qui sont à réformer et les filières qui sont amenées à évoluer ou à disparaître. Car avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'évolution des métiers, il est clair que certains métiers, dans 20 ans, dans 30 ans, vont disparaître au profit de d'autres types de métiers. Donc ce travail est en cours pour pouvoir mettre à la disposition des parents d'élèves et des élèves un répertoire clair avec des profils de sortie et des diplômes clairement identifiés. Ça répondra donc à ce que vous... Non, pas forcément, parce que je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous prenez le BTS en gestion commerciale, j'ai pris le contenu du BTS en gestion commerciale, la quantité de compétences développées peut se faire en 6 mois, pas en 2 ans, parce qu'on perd du temps. Lorsque vous prenez le marché de l'emploi, je prends tous les référents que nous avons comme la France. En France, on ne parle plus de BTS en gestion commerciale, on dit manager e-commerce et e-marketing. Parce qu'aujourd'hui, on a le marketing stratégique, le marketing disruptif, le marketing digital, qui n'est pas enseigné à nos jeunes. Donc, même quand ils vont finir le BTS en 2 années, sur le marché de l'emploi, s'ils ne peuvent pas maîtriser le marketing digital, tout ce qui est IA, ils seront handicapés. Et les entreprises n'attendent pas. Parce qu'une entreprise investit de l'argent et veut des résultats. Donc, ce n'est pas l'entreprise d'apprendre à l'étudiant le e-commerce, le e-marketing. Donc, lorsqu'on prend la nomenclature et le référentiel de compétences, il y a au moins 75% d'inadéquation entre le contenu du BTS, je pèse mes mots, gestion commerciale qui est en inadéquation avec les besoins actuels du marché de l'emploi. Nous avons fait des propositions de réforme parce que le temps passe. Et avec l'IA, on va se rendre compte très vite que tout ce qu'on mettait 2 années à apprendre, on peut l'apprendre en 3 mois. Donc si vous mettez 2 années à apprendre en faire un BTS en gestion commerciale, sans pouvoir vendre, vous allez arriver sur le marché de l'emploi, désolé avec votre diplôme. Et c'est pourquoi on voit des BTS, par exemple, en gestion commerciale, qui vont passer le concours de l'INFAS. Parce que, bien entendu, ils ont leur diplôme, mais ça ne correspond pas à grand-chose sur le marché actuel de l'emploi. Professeur Fofana. Alors, je voulais dire que mon cher collègue a raté quelques épisodes. Sinon, cette réforme est bien en cours. Nous avons passé en revue l'ensemble des BTS et je le disais tantôt, nous avons essayé de les classer, les métiers qui sont en évolution, les BTS qui sont amenés à être reformés et les BTS qui sont amenés à disparaître, comme je l'ai dit, par rapport à l'évolution même de la technologie. Alors, nous sommes allés plus loin avec M. le ministre en élaborant même les contenus de formation. Mais le choix de ces filières a été réalisé avec les branches professionnelles. Nous avons associé à cette réforme les 13 branches professionnelles. Donc les contenus qui seront présentés bientôt sont le fruit d'une concertation entre les enseignants et le monde professionnel. Et par rapport à cela, nous sommes allés un peu plus loin avec les enseignants pour définir même les unités d'enseignement qui seront définies dans chaque parcours. Et comment ces contenus-là seront évalués. Donc, nous sommes allés jusqu'à l'écriture des syllabes. Comme le disait M. le ministre pour Adama Diawara, on a peut-être énoncé les chapitres, les sous-chapitres, et nous ne sommes pas allés jusqu'à donner le contenu parce qu'un enseignant aussi a sa petite touche à donner à ce qu'il mène comme enseignement. Donc, c'est un travail qui est bel et bien en cours et qui est en train de se faire. Et les résultats seront connus très bientôt. Très bientôt, on peut déjà avoir une date où... Oui, à cette rentrée, nous devons pouvoir mettre en œuvre les nouveaux programmes du BTS. Très bien.
je pense qu'on attendra. Non, on ne peut pas. L'orientation, vous voyez que chaque année, il y a 300 000 diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi, chaque année. 300 000 diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Chaque année. C'est-à-dire chaque 9 mois, on produit. Si des réformes doivent attendre 1 an, 2 ans pour être mises en place, je prends un exemple très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi la source des chiffres que vous... Oui, peut-être que je ne le dis pas ici, mais j'ai été chef des départements des études prospectives et de la veille stratégique au ministère de l'Enseignement supérieur. Et je suis allé faire un master en économie du marché, option économie du marché de l'emploi. D'accord. Donc je peux vous citer tous les chiffres au détail près. Je pense que ça date de quelques années. Ça date de quelques années. Les chiffres datent de quand? Ce sont les chiffres de 2024. Et ces chiffres sont disponibles au ministère de l'Enseignement supérieur et même au ministère de la Jeunesse. Je peux vous donner une vidéo reprise par le ministre de l'Enseignement de la Jeunesse et reprise par le Premier ministre. Chaque année, c'est 300 000 diplômés. Et lorsque vous prenez le secteur productif privé et public, c'est-à-dire notamment le concours de la fonction publique, on a 30 000. Donc il y a un gap de 270 000 emplois à créer chaque année. C'est des chiffres et c'est des faits. Une réforme, si on décide par exemple d'enseigner le marketing digital, combien d'enseignants avons-nous en Côte d'Ivoire qui peuvent enseigner le marketing digital? Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on dit, mais il y a l'opérationnalisation de la décision et des réformes. Mais en tant qu'on continue de former, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Est-ce qu'on pourra les rattraper et à quel moment? Puisque le fondateur d'établissement, lorsque l'État envoie la subvention, il passe 2 ans avec l'étudiant, mais il a fini. Il en a fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Faisons attention. D'accord, on y reviendra. Alors, Alex, oui. Est-ce que tu t'es senti, durant ton année scolaire, accompagné pour l'orientation, pour ton orientation? Oui. Alors, quelles sont les questions que tu as posées? Comment est-ce que ça s'est fait? Bon, tout d'abord, comme je disais, en français et puis philosophie, anglais, il y avait pas mal à moyenne, 12-13. Donc je me suis dit qu'arrivé à l'université, je vais faire le droit. Et quand j'allais avoir ma licence, puis après passer cours de l'INGS pour rentrer, passer le concours de... Et le droit, c'était toi qui voulais le faire ou ça t'avait été... Oui. Parce que français, philo... Bon, je me sentais... D'accord. Donc, il a fait le droit. D'accord. Et alors, et du coup, comment tu es arrivé justement à finalement décider d'aller faire le concours de l'INGS? Bon, mon papa avait dit que quand j'allais avoir le bac, il allait passer le concours et puis sortir. Ma maman dit d'avoir au moins un diplôme universitaire. D'accord. Donc, je compte faire les trois années qui viennent et puis passer le concours. D'accord. Alors, Monsieur Abo, est-ce que les parents sont bien informés pour orienter leurs enfants? Aujourd'hui, je pourrais dire qu'avec tous ces moyens donc, de technologie, les parents sont plus que jamais investis dans la question de l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, il foisonne pas mal d'organisations qui traitent la question de l'éducation et nous croyons que les parents, effectivement, ils jouent véritablement un rôle assez prépondérant dans la question de l'éducation de leurs enfants. Mais en même temps, ce que je voudrais encore ajouter, comme Dr Yapia l'a déjà signifié, c'est qu'on comprenne quelque chose qui est une vérité absolue. Aujourd'hui, à l'orée du XXIe siècle, nous serons en train de former des apprenants. Nous serons en train de donner naissance à des intellectuels qui pourront être donc des analphabètes du XXIe siècle. C'est-à-dire que des gens qui seront bardés de diplômes, qui pourront avoir donc des BTS, qui pourront avoir donc des licences, mais dont les diplômes ne seront pas en accommodation avec les réalités donc du marché. Et vous convenez avec moi aujourd'hui qu'un élève qui a le BTS, parfois, il peine même à rédiger donc une lettre. C'est compliqué. Or, en réalité, les enfants tels que nous les voyons sont plus que doués aujourd'hui. Vous verrez, vous allez comparer un enfant aujourd'hui du bas âge avec une personne adulte. Vous comprendrez que l'enfant a une longueur d'avance avec la technologie mieux que les personnes adultes.
C'est-à-dire que déjà, il y a ce côté-là, il y a ce penchant-là qui favorise, qui leur donne un gros avantage. Alors pourquoi ne pas travailler pour véritablement innover dans ce sens, de sorte que aujourd'hui, qu'allons-nous faire déjà avec, je pourrais dire, un doctorat en lettres modernes? Or, nous avons besoin plus que jamais de techniciens, nous avons besoin plus que jamais des gens qui sont bien instruits en IA pour effectivement faire avancer le développement du pays en question. C'est-à-dire qu'il y a des filières, il y a aujourd'hui des stratégies que nous pourrons développer pour véritablement trouver donc des solutions. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un diplôme requis en BTS, c'est quoi, mais qui n'a pas aujourd'hui les réalités qu'il faut, c'est-à-dire qui n'a pas les nouvelles technologies qu'il faut, je vous assure que quelqu'un d'autre qui aura mieux de compétences que lui dans ce domaine, c'est comme s'il aura fait pratiquement 13 années d'études, mais que cela sera voué à l'échec. Je crois que l'objectif donc de l'État, qui est dans, je pourrais dire, dans l'ODD 4, c'est-à-dire que l'objectif de développement durable, c'est-à-dire la question de l'éducation, il faut arriver à penser aujourd'hui, à trouver une adéquation avec ce que nous donnons comme contenu de formation et ainsi qu'aux réalités donc aujourd'hui avec lesquelles nous sommes confrontés. La question donc du chômage, qui est une question assez vraiment essentielle. Et donc il faut trouver le lien, il faut trouver, je pourrais dire, ce gap-là, il faut réussir à combler ce lien-là, c'est-à-dire ce vide-là, de sorte que quand nos apprenants sortent donc du système après 13 années d'études, ils puissent trouver, c'est-à-dire que de quoi faire, et puissent réussir à s'intégrer dans le cursus sans toutefois rester là à vaquer, voilà, comme s'ils n'avaient pas véritablement eu de diplôme. Alors, je pense que ça, c'est une stratégie qu'on peut intégrer dès le collège ou le lycée. Vous, en tant que stratège, est-ce que vous pensez que des stratégies de carrière peuvent être intégrées au niveau de l'enseignement secondaire? Oui. Et comment? J'écris beaucoup et moi, je fais mon doctorat en anglais. Donc, quand j'écris en français, je le connais, je fais beaucoup de fautes. Donc, je m'étais payé les services d'un réviseur de texte, un professeur. Et il y a ma fille qui est en 3e. Qui a dit, mais papa, tu gaspilles de l'argent. Il dit, pourquoi? Elle dit, demande ton texte. Elle fait entrer le texte et ça souligne toutes les fautes automatiquement. Séance tenante. Et elle me suggère des corrections et elle corrige. En moins d'une semaine, j'ai pu corriger tout le document. Elle vient d'avoir le BEPC. C'est-à-dire qu'elle peut réviser un texte. Avant, on aurait besoin d'un enseignant qualifié pour le faire. Donc, si c'était ça, sa matière, son métier principal, il va perdre des pas de marche avec l'IA. Elle est en 3e. Donc, on perd du temps. Et le marché de l'emploi n'attend pas. Nous sommes aujourd'hui à la 5e révolution. La première révolution, c'était la révolution agraire, où il fallait avoir des terres cultivables. Après, nous sommes passés à la révolution industrielle, où il fallait former des gens qui allaient travailler dans les usines. Après, on a eu la révolution informatique, où tout a été informatisé. On est à l'ère du numérique, aujourd'hui on est à l'ère de l'industrie du savoir. Si nous continuons de former nos étudiants, sans tenir compte de tout ce qui a implication, et ce même à partir du primaire, parce que lorsque vous prenez les ODD, les objectifs de développement durable, on dit qu'à partir du CIPE, l'élève doit être capable de 1. Utiliser une disquette, faire copier-coller, faire des recherches sur Google. À partir du CIPE, combien d'étudiants aujourd'hui, du moins d'élèves aujourd'hui ont accès à un ordinateur? À fortiori parler d'étudiants. À fortiori parler d'étudiants. Donc ceux qui sont au chômage aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien formés, mais ils n'ont pas l'essentiel qui fait aujourd'hui qu'ils soient économiquement actifs. C'est la base. On peut donner tous les diplômes qu'on veut à une personne, mais s'il n'arrive pas à générer de l'argent pour payer son loyer, se prendre en charge, s'occuper de sa famille, il n'aura pas de dignité. Et je vais terminer par là avant de venir ici. Il y a un père qui m'a appelé d'Aboville, je ne dirai pas son nom. Il a son fils qui a le doctorat, qui enseigne dans les lycées privés. Doctorat lycée privé. Et pour combler le manque de ressources, il travaille sur des chantiers. Il y a un autre qui a le BTS en agronomie, il y a un autre qui est en terminale. Parce qu'ils n'ont pas de perspective et de dimension d'éducation financière et de conscience économique. La conscience économique et l'éducation financière doivent être la base pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a plusieurs opportunités. Je vais m'arrêter là. Justement, professeur Fofana, quelle réforme pour les filières, on va dire, saturées ou sans débouchés? Alors, je voudrais dire que depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, de 2012 à 2025, nous avons eu l'ouverture de 6 universités publiques. On avait avant cela que 2 universités et 2 unités et 2 URES
qui recevaient des étudiants. Mais nous sommes passés à une vitesse de 2 universités tous les 2 ans. Et on est arrivé aujourd'hui à mettre en place des réflexions pour pouvoir donc passer aux UIT, les instituts universitaires de technologie. Et nous aurons très bientôt l'UIT, une UIT à Abidjan, qui va s'occuper de tout ce qui est scientifique. Nous aurons une UIT à l'université Alassane Ouattara, qui va donc s'occuper de tout ce qui est sciences économiques et de gestion, les sciences sociales. Et nous aurons donc une UIT à l'université Pélifero-Gon, qui va s'occuper de tout ce qui est agroforesterie et élevage. Et tout ceci pour mettre en place des filières courtes qui puissent ouvrir immédiatement sur le marché de l'emploi, en tenant compte de l'ascension socio-économique même de la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris une ascendance où nous sommes amenés à transformer ce qu'on a comme recherche, première recherche, c'est-à-dire l'agriculture. Nous devons être capables d'avoir aujourd'hui des techniciens qui puissent transformer nos produits locaux. Donc ceci ouvre un champ d'emploi immense. Donc nous organisons au niveau de l'enseignement supérieur ces salons de l'orientation du bachelier que nous venons de terminer hier pour montrer toutes ces opportunités-là au grand public, aux nouveaux bacheliers, aux parents. Je pense que, comme il est dit dans la Bible, mon peuple a péché par le manque de connaissances. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas les bonnes informations. Donc, ces informations sont données à travers cette activité phare du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, où nous avons des spécialistes de l'orientation qui sont là, qui reçoivent les 2 types de publics. Le premier public, comme notre jeune bachelier ici sur le plateau, qui sait exactement ce qu'il veut faire. Donc nous apportons un complément d'information pour l'orienter. Mais nous avons un autre public qui ne sait même pas où s'orienter. C'est avec le bac qu'il se réveille. Donc à ceux-là aussi, nous avons des spécialistes, des psychologues qui étaient sur les stands pour les aider à faire un choix. Justement, parce que les métiers évoluent, donc nous devons être en mesure de donner la bonne information. Et le nouveau bachelier doit pouvoir s'orienter aussi en fonction de ses aptitudes. On a son projet personnel, devenir médecin, devenir pilote, devenir architecte. Mais est-ce que dans le cours pendant le parcours de formation, l'élève va développer effectivement des aptitudes pour y arriver? Les emplois ou les diplômes, je dirais, des sciences humaines et sociales seront de plus en plus nécessaires dans ce nouveau monde hautement digitalisé. Comme le disait le philosophe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si on n'a pas les sciences, la philosophie, les lettres, pour pouvoir aiguillonner les chercheurs, où va le monde? Cet objectif de développement durable va amener le monde à courir à sa perte. Donc, nous avons besoin de tous ces diplômés. Je voudrais dire que le recrutement des docteurs qui sont en instance de recrutement, on en a. Mais la Côte d'Ivoire a fait fort. Le gouvernement ivoirien recrute en moyenne, depuis le 2012, 700 doctorants par an. 700 nouveaux docteurs. Et cela pour pouvoir absorber tous ces docteurs qui ont été formés dans notre système. Et chacun ira à son niveau pour contribuer à sa façon au développement de la nation. Monsieur Abou, alors, excusez-moi que je retrouve ma question. Alors, quels sont pour vous l'orientation des enfants vers les filières techniques? Qu'est-ce que vous pensez de ça à cette ère-là? Ah là, c'est une très belle question parce que nous, en tant que parents, nous pensons qu'aujourd'hui, il est plus que jamais de la responsabilité de toutes les parties prenantes et plus singulièrement celle de nos États
à véritablement travailler dans ce sens. Vous voyez, pendant longtemps, on a vraiment trop vanté des métiers tels que peut-être si tu n'es pas médecin, c'est que bon, si tu n'es pas bien vu, si tu n'es pas enseignant, c'est que tu n'es pas bien vu, si tu n'es pas, je dirais, tu n'es pas bien vu en fait. Or, nous n'avons pas de modèle d'agronome de la société qui sont des repères pour les enfants. Nous n'avons pas de modèle de, je peux dire, d'un électronicien comme modèle pour être pour des enfants. Aujourd'hui, quand nous voyons déjà certains locaux parler de la marque Bandji, bon, d'autres s'en moquent et puis d'autres en rient véritablement. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de modèle en matière d'électronique. Il n'y a pas eu d'ingénieurs, il n'y a pas eu de faiseurs de ces spécialités-là qui ont été donc des modèles, qui sont donc des modèles pour nos différents enfants qui viennent de sortir. Il faut que je vous dise la vérité, ce n'est pas toujours sûr aujourd'hui où nous sommes arrivés de continuer à donner des doctorats, de continuer à fabriquer des étudiants avec des doctorats de maîtrise et puis bon, ne pas servir. Or, madame, vous en êtes sûr qu'aujourd'hui, si nous formons un enfant qui sort ingénieur en agronomie, vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec moi que nous avons plusieurs parents qui sont en grande majorité, qui sont des paysans. Ça pourra permettre à la Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre, de sortir, indépendamment donc de cette histoire d'autonomie financière, pas financière, mais je dirais en termes d'autosuffisance en fait, alimentaire. Ça pourra permettre de sortir donc de cette autosuffisance alimentaire. Je dis pour nous, en tant que parents, c'est de regarder aujourd'hui les réalités qui s'offrent à nous, les réalités, les enjeux qui s'offrent à nous, et de trouver de nouveaux modèles qui pourront donc contribuer donc au développement donc du pays, mais mieux, qui pourront donc aussi permettre à nos enfants d'être plus ou moins autonomes au sortir donc de leur cursus. C'est ce que nous disons en fait. Merci. Docteur Nyapia, si vous aviez les pleins pouvoirs, quelle première décision prendriez-vous pour l'orientation en Côte d'Ivoire? D'accord. On va d'abord aider notre ami qui est à côté. Il a eu le bac, il veut faire du droit et il veut être professeur DPS. Mais il faut qu'il sache que être professeur DPS, c'est un concours avec un nombre de places défini. Donc son rêve risque d'être brisé s'il se focalise uniquement sur le concours. Et ça, il faut qu'il apprenne. Et chaque année, lorsque vous avez un concours, par exemple, du CAFOP, avec 5000 places, on a 85 000 candidats. Lorsque vous prenez le concours de l'INFAS, lorsque vous avez 7000 places, on a 108 000 candidats. Donc il faut qu'il comprenne que c'est une compétition qui sera rude pour lui. Et que ce n'est pas parce qu'il a le bac, qu'il a fait du droit, qu'il pourra être professeur DPS demain. Il risque d'attendre au moins 5 ans en moyenne, après son diplôme, avant d'avoir le concours. On va être constructif. La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Et chaque année, c'est 500 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense pour son autosuffisance en riz. En d'autres termes, on ne produit pas assez de riz pour s'autosuffire. On peut, par exemple, tous ceux qui ont le BTS en agriculture, même prendre ne serait-ce que 100 milliards et créer ce qu'on appelle des réserves stratégiques pour chaque région. Des parcelles cultivables. Mais lorsque vous prenez une réserve stratégique, tous les étudiants, par exemple, qui ont fait le BTS en gestion commerciale, en finance comptabilité, c'est des secteurs où ils peuvent travailler avec des machines, pas des dabas et des machettes. Non, ce n'est pas incitatif. Il y a des machines aujourd'hui qui permettent de faire ce qu'on appelle la culture extensive. Donc, avec ces milliards et des réserves stratégiques pour chaque région produites en quantité en masse, pour faire baisser le coût de la vie, ça va donner de l'emploi aux jeunes, ça va moderniser et ça va éviter et diminuer la dépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a au moins près de 42% de surface arabe, qui dépense et qui a des chômeurs en agriculture, en BTS et des jeunes bras valides, qui dépensent 500 milliards de francs CFA. 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, c'est bien de travailler sur l'entrée, l'orientation, mais la sortie, c'est-à-dire le rendement externe qu'on produit. On pourrait, tous ceux qui sont en agronomie, qui font des thèses de doctorat, on brevette leur trouvaille et on met ça sur le marché industriel. Donc, l'entrepreneur, l'industriel qui achète le brevet, ça fait des ressources pour les universités qui peuvent créer des emplois et des entreprises pour ces jeunes-là. Parce que tous ces milliers de BTS en gestion comme finance, comptabilité, ressources humaines conformes, qui va les employer? La France qui produit des BTS en ressources humaines, finance, comptabilité, ils ont des entreprises pour les employer. Or, nous, on ne les a pas. On ne les a pas. Donc, pourquoi on forme des BTS en RH comme ressources humaines, etc. Mais qui va les employer? Qui va les employer? Notre responsabilité première en tant qu'État, c'est d'employer notre jeunesse. Et il y a suffisamment de secteurs dans lesquels on peut insérer toute cette jeunesse et la Côte d'Ivoire peut être en plein emploi si
on réforme maintenant. Pas en train de, il se pourrait. Non, le temps n'attend pas. La connaissance évolue chaque 5 ans. Et avec l'IA, ça sera chaque 4 ans. C'est-à-dire que si vous ne réformez pas vite, vous êtes dépassé. Et si vous êtes dépassé en masse, c'est les autres qui vont venir en Côte d'Ivoire prospérer pendant que les autres sont en train d'espérer. Donc il faut réformer, non pas seulement pour espérer, mais pour prospérer. Et il y a de la matière en Côte d'Ivoire. Regardons la réalité en face, soyons courageux et faisons les réformes maintenant. Maintenant. Je pense que le professeur Fofana va prendre des notes pour les... Je voulais dire simplement que peut-être mon collègue est peut-être en retard sur certaines informations. Sinon, nous avons un collègue qui a découvert quelque chose sur le Sjogren-Schutz, c'est-à-dire la maladie du cacao. C'est quelque chose qui est en voie d'être breveté. C'est une trouvaille nationale, ça ne vient pas d'ailleurs. On a donc dans la recherche scientifique au niveau supérieur des chercheurs qui travaillent et qui trouvent. Il faut s'informer. Donc toutes ces trouvailles permettent d'accompagner l'économie de notre pays. Je suis en train de dire tantôt que il y a une réforme qui est engagée au niveau du BTS. On va pouvoir le mettre en œuvre dès cette rentrée. Mais il y a aussi, au niveau de la direction de l'enseignement supérieur que je dirige, nous avons pu valider des filières de formation en riz. Donc c'est dire que le problème est pris à bras le corps. Et ces filières même ne sont pas créées dans des établissements publics d'enseignement supérieur. Ce sont des privés qui ont proposé, en concertation avec les branches professionnelles, ces nouvelles formations. Donc nous allons très vite passer, je dirais, à l'agriculture rudimentaire, à une agriculture technologique. Et cela, ces filières existent. Mais quand on ne vient pas à l'information, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Il y a des établissements aujourd'hui qui proposent ces formations. Et il y a d'autres formations du type. Est-ce que des communications sont faites justement pour mettre tous ces, on va dire, ces futurs étudiants-là au courant de toutes ces formations? Ah oui, c'est ce que je disais tantôt. Les salons de l'enseignement, de l'orientation du bachelier est une activité phare du ministère de l'enseignement supérieur que nous organisons chaque année, juste après le bac. Le travail qui est déjà entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec les inspecteurs d'orientation, nous poursuivons ce travail en présentant, en regroupant sur un espace commun l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées qui viennent présenter leurs offres de formation. À cette 8e édition, nous avons eu la participation de près de 160 établissements privés, en plus des universités publiques, qui sont venus présenter au niveau bachelier les offres de formation. Et nous avons atteint je dirais, un rythme journalier d'environ 5000 visiteurs par jour. Et tout ceci, il y a quantité d'informations que les parents n'avaient pas. Mais s'ils ne viennent pas à de telles activités, comment savoir les débouchés? On restera toujours sur des supposés. Donc c'est pourquoi, au niveau de l'enseignement supérieur, en ouvrant ces salons, nous avons profité aussi pour ouvrir les préinscriptions en ligne pour les nouveaux bacheliers. Et ces prescriptions se font sur orientation sur .net. Tous les nouveaux bacheliers doivent pouvoir faire cette préinscription. Et est-ce que sur ce site-là, ceux qui, par exemple, n'ont pas pu être présents pendant le salon, parce que j'imagine que beaucoup de bacheliers, de nouveaux bacheliers n'ont pas pu s'y rendre, tu y étais au salon de l'orientation? Non. Bon, je pense que comme lui, il y a peut-être des nouveaux bacheliers qui n'ont pas pu y être. Oui. Comment ceux-là peuvent avoir l'information? Alors, l'information est disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans un premier temps, nous avons les offres de formation, nous avons les établissements accrédités, souvent que les parents ne savent pas. Ils choisissent souvent des établissements sans savoir
si cet établissement a un agrément ou pas. Donc, en allant sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, vous avez la liste des établissements qui sont accrédités, les diplômes qui sont homologués. Donc, on peut faire un choix raisonné à ce niveau. Mais le site dont je parlais, ça c'est le site d'orientation, de préinscription. Et nous avons ouvert donc ce site pour les préinscriptions de nouveaux bacheliers depuis le mercredi 16 juillet et cela jusqu'au vendredi 15 août 2025. Il est demandé à tous les nouveaux bacheliers de pouvoir s'inscrire, de faire leur préinscription. Sinon, après, il sera trop tard. Alors, monsieur je vais rassurer le DG de l'enseignement supérieur. La DSUP. Il a parlé du Swollen-Soot. C'est une maladie qui s'attaque au cacao. En 2013, nous sommes en 2024, en 2013, j'étais consultant sur un projet conjoint entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui nous a conduit au CNRA à Bouaké et à Dupo-Doumé. Et nous avons travaillé sur cette question. Il y avait un programme conjoint entre le Ghana Cocoa Board, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil de café cacao au Ghana, et la Côte d'Ivoire, sur un travail conjoint pour la frontière, pour traiter de ces cas-là. En 2015, j'ai dirigé conjointement un master sur le marketing du café et du cacao entre l'INPHP de Yamoussoukro, où j'enseigne, et VCU, qui est Virginia Commonwealth University. Donc tout ce qui est droit unique de sortie, tout ce qui est marketing du cacao, du café cacao, c'est des choses que je maîtrise. Pas que je sais, mais je maîtrise. C'est une information que je souhaiterais partager. Et j'ai dit, toute université doit breveter les recherches de ses étudiants en master et les doctorats. C'est comme ça qu'on finance l'enseignement supérieur ailleurs. Il y a de très belles découvertes. Il y a un enseignant d'Abouba Djamé qui a découvert une formule, n'est-ce pas, pour conserver le déguet. Ça, à l'étape industrielle, c'est un milliardaire. Une partie pourrait revenir à l'université pour encourager la recherche financée parce qu'il y a beaucoup de compétences, mais qui ne sont pas valorisées en dehors de l'académique. Donc, c'est juste des compétences d'amphi. Donc, un docteur qui fait de la recherche, qui est pauvre, c'est qu'il n'y a pas de structure de valorisation de sa recherche. C'est de ça que je parle. Il faut valoriser. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la connaissance, à l'aide de la compétence. Donc, tant que ces recherches ne sont pas brevetées, valorisées, tous ces diplômés seront tous pauvres. Oh, ils sont riches, mais ce n'est pas valorisé. Donc, que le collègue se rassure, j'ai toutes les informations et j'ai même plus que des informations. Je vous en prie. Bien noté, docteur Ngapia. Alors, on va passer aux questions des internautes. Comme on le dit tout le temps, tous les vendredis, on ne prend pas que l'avis des débatteurs sur le plateau, mais aussi l'avis des internautes. Alors, on a Charles le Chinois qui dit à tous les nouveaux bacheliers, ne choisissez pas la même filière que vos amis juste pour être ensemble à l'université. Non, vous vivrez l'enfer sur Terre. Et Karimou, avoir un visa, car pas grand-chose n'est proposé. À preuve, les représentants ont tous fait leurs études à l'étranger. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ces réactions-là? Oh, ils ont parfaitement raison. L'INPHP de Yamoussoukro, j'enseigne, vient d'être certifié Good Place to Work. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel qui certifie les universités où il fait bon vivre, où il fait bon étudier. Et je pense que l'INPHP vient d'être certifié. C'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire. On aimerait voir les autres universités, notamment l'université Félix Houphouët-Boigny, Abouba Djamé, de Koroko, de San Pedro, être certifiés également Great Place to Work. Et lorsqu'ils parlent d'un enfer, c'est symptomatique et c'est révélateur. Parce que l'enfer, on ne voit pas, mais c'est ce que les étudiants vivent. L'angoisse, disait Martin Heidegger, c'est une disposition qui nous place face au néant. Lorsqu'on n'a pas de perspective d'orientation, lorsqu'on n'a pas de perspective d'insertion, on pense qu'on est dans un enfer. Et lorsqu'un étudiant qui est dans un endroit déconseille aux autres de venir, ça veut dire ce que ça veut dire. Regardons les choses en face. Alors, professeur, par rapport à ces réactions-là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers, pour qu'ils restent en Côte d'Ivoire? Alors, s'informer et encore s'informer. Vous savez, je disais tantôt, c'est le manque d'information qui fait que souvent, certains étudiants arrivés à l'université
basculent dans la violence. Parce qu'ils ne savent pas quelles sont les opportunités qui sont offertes à eux en termes de bourse, en termes de logement, en termes même d'études. Et donc, ces informations, il faut les chercher. Comme le disait l'internaute, si on s'oriente quelque part parce que, bon, son voisin des classes y est allé, et on y va aussi, sans faire attention à ses aptitudes, en ce moment, il est clair que ça sera difficile. Mais pour ces jeunes bacheliers, nous y avons pensé. Parce que le taux d'échec est élevé en première année d'université. Et donc ceux-là, ils sont pris en charge. Nous avons mis dans le dispositif d'enseignement supérieur ce qu'on appelle le tutorat. On est allé un peu plus loin avec la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, qui est appelée à justice déjà la loi Adama Diawara, qui voudrait que les nouveaux bacheliers aient 4 semaines de renforcement disciplinaire. Et par la suite, ils aborderont les contenus d'études accompagnés de tuteurs qui sont soit des pairs, soit des enseignants. Pour que, même si le choix avait été fait par manque de connaissances, l'étudiant puisse se retrouver là-dedans. Donc, tout ce dispositif est mis en place pour pouvoir réduire le taux d'échec et d'abandon dans l'enseignement supérieur. Effectivement, s'orienter par mimétisme, il est clair que sans tenir compte de ses aptitudes, il est clair qu'on va droit dans le mur. Alors, on va faire un tour de table et ce sera le tour de fin. Le droit chemin pour un élève, qu'est-ce que c'est? Commencez par vous. D'abord, les étudiants ne sont pas violents par manque d'information. Il y a ce qu'on appelle la violence structurelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais ça agit sur l'individu. Vous avez un étudiant qui est à Abobo, qui doit prendre des cours à l'université de Cocody, Félix Houphouët-Boigny, pardon. Il doit se faire violence pour se réveiller à 4 h du matin. Il doit se faire violence pour prendre le bus et être arrêté. Il doit se faire violence pour arriver sur le campus. Il doit se faire violence pour avoir sa bourse. Il doit se faire violence pour prendre son diplôme. Donc, à force de se faire violence, il devient violent. Donc, tout le système est mis en place pour que l'étudiant soit violent. Vous prenez le même étudiant, mettez-le à l'INPHP de Yamoussoukro qui est sur 3 sites. Il a sa chambre individuelle, soit double. Il a un enseignant pour maximum 30. Un enseignant pour 30 étudiants. Donc, l'environnement dans lequel l'étudiant étudie, l'influence. Donc, il n'est pas violent de nature. Un étudiant qui a eu brillamment son bac, il ne vient pas à l'université pour être violent. C'est parce qu'il y a une violence structurelle qu'on ne voit pas qui agisse l'individu. C'est de la chrysologie. Donc, si on réduit tout ce qui crée les tensions, avoir sa bourse à temps, être payé à temps, se nourrir correctement, être logé, personne ne va s'adonner à la violence. Donc, il faut regarder les problèmes de fond et d'un point de vue systémique. Donc, il n'y a pas d'orientation droit. C'est comme un parcours initiatique où il faut être capable de s'adapter. La force du système éducatif chinois, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter au changement. L'extérieur, le marché ne s'adaptera jamais à vous. C'est à vous de vous adapter au marché de l'emploi. Et ça, c'est de la responsabilité du politique, de ceux qui prennent des décisions. Ceux qui prennent des décisions. Nous sommes en retard sur le marché de l'emploi. Et tous ces étudiants qui vont venir seront en retard sur le marché de l'emploi. Donc, il ne faut pas qu'ils s'attendent à des orientations en droite ligne. Il faut qu'ils soient prêts à fusionner des compétences, à faire des compétences complémentaires, à faire du bénévolat. Avec du bénévolat, ils peuvent apprendre. Avec du volontariat, ils peuvent apprendre. Avec de l'implication communautaire dans des entreprises, ils peuvent apprendre. Lorsque vous venez voir un chef d'entreprise et que pendant les vacances, vous pouvez vous donner du temps pour apprendre, il ne va rien vous prendre, mais vous allez apprendre. Donc, bénévolat, volontariat, stage et emploi. Merci, docteur Yapia. Alex, oui. Donc je disais en homme, le droit chemin pour un élève. Le droit chemin pour un élève, c'est d'abord de bien s'orienter. Parce que l'orientation contribue à la réussite de l'élève. Si tu t'es mal orienté, bon, je crois que, comme le papa a dit, tu iras en brousse. Tu iras en brousse. Parce que ce n'est pas le fait de être ton ami parce qu'il fait lettre moderne
Donc, tu as le suivi, tu as dit, ok, on est ensemble, allons-y. Bon, lui, il a ses capacités. Il sait en quoi il peut, si il est perdu, il sait en quoi taper du et puis sortir. Bon, toi, tu fais quoi? Tu fais rien. Bon, je crois qu'il faut d'abord se connaître d'abord. Il faut d'abord se connaître dès le bas âge. Tu sais quand même en quoi tu peux faire. Comment tu vas apprendre, ça va rentrer très facilement. Tu sais quoi faire. Donc, il n'est pas bon de suivre les autres. Il faut se connaître et puis avancer. Merci beaucoup, Alex. Monsieur Abou. Alors, merci. Donc, nous pensons déjà, nous, en tant que parents, qu'il faut déjà travailler à assainir déjà l'atmosphère et l'environnement école. De sorte qu'aujourd'hui, un apprenant, en rentrant, en partant à l'école, en finissant son cursus scolaire, soit véritablement dans le système d'apprentissage, se sent plus à l'aise. Ce soit véritablement, il ne faudrait pas qu'il voit l'école comme un fardeau. Il ne faudrait pas qu'il voit l'école comme une pression. Il faut qu'on travaille à dépolluer cette atmosphère de sorte à rendre les choses encore plus intéressantes, attrayantes. Autre chose, il faut qu'on travaille de sorte à pouvoir véritablement veiller à la découverte donc, des différents talents de nos différents apprenants. Une fois que nous aurons veillé à travailler à la découverte de leurs différents talents, nous pensons que nous, pour avoir commis des erreurs dans le passé, nous pourrons être donc des mentors pour ces enfants-là, de sorte à mieux eux aussi savoir s'orienter et à mieux vivre utile dans la société. Parce que, en fait, si tous ces mots que nous confrontons, que nous voyons de part et d'autre aujourd'hui avec la jeunesse, c'est bien parce qu'ils n'ont pas de repères, c'est bien parce qu'ils n'ont pas été bien et suffisamment bien encadrés. Et donc, nous pensons que l'État fait déjà beaucoup avec aujourd'hui, le réveil est en train de se faire avec aujourd'hui la création de plusieurs établissements techniques et professionnels. Mais nous pensons que déjà, des efforts sont faits, mais il y a encore beaucoup plus de théorie que de pratique, que je peux dire de vivacité pour que la chose, effectivement, puisse véritablement voir le jour. Merci beaucoup, monsieur Abou. Professeur Fofana. Alors, je m'inscris dans ce qu'ont dit mes prédécesseurs tout à l'heure, surtout notre jeune étudiant, connaître ses capacités, connaître ses aptitudes avant de pouvoir faire ses choix de parcours, de formation, pour un parcours, pour un projet professionnel donné. C'est très important de pouvoir s'informer, bien s'informer pour pouvoir faire ses choix. Car si on fait un mauvais choix dès le début, il est clair que le parcours sera difficile, donc ponctué d'embûches. Donc c'est pourquoi le droit chemin en matière d'orientation, c'est s'informer et toujours s'informer pour pouvoir voir les opportunités en termes de formation, mais aussi en termes d'emploi. Et les emplois pour les siècles à venir, c'est de ça que les questions. Donc c'est pourquoi nous invitons les nouveaux bacheliers à ne pas faire des choix fantaisistes. Il leur est demandé des informations clés sur la plateforme lors de la préinscription. Lieu d'habitation, choix d'établissement public. Il y en a 3 avec un 4e établissement en option. 3 établissements privés avec un 4e en option. Et le choix du lieu d'habitation est très important. Lorsque l'étudiant n'a pas pu être orienté dans son premier choix, on regardera son second choix, puis son 3e choix. Et le 3e choix, si se trouve qu'il a fait un choix fantaisiste, il habite à Bobo et il choisit un établissement de Port-Bouet et qu'il est orienté là-bas, vous voyez la difficulté qui se présente à lui. Donc, les informations qui sont données sur le site de préinscription sont très importantes. Il ne faut pas laisser faire l'orientation par une autre personne. Il ne faut pas laisser le gérant du cyber faire l'orientation à sa place. Il faudrait soi-même faire son orientation. Est-ce que vous pouvez rappeler le site? Alors, le site, c'est orientationsup.net, qui est ouvert depuis le mercredi 16 juillet et qui va se refermer le vendredi 15 août. Orientationsup.net. Donc, il faudrait aller faire cette préinscription. C'est très important. Et par la suite, l'inscription va suivre. Donc, tous les critères, toutes les petites informations qui sont demandées, il faut bien les renseigner. Merci beaucoup, professeur. Merci
à vous tous présents sur ce plateau pour la richesse de vos interventions. Merci à vous qui nous suivez et surtout merci aux élèves, étudiants, enseignants, parents qui œuvrent chaque jour pour faire de l'orientation non pas une loterie mais un tremplin. Nous espérons que ce débat aura contribué à éclairer ce chemin d'orientation, clé de l'avenir de nos jeunes. Avant de poursuivre, revenons sur une image forte de cette semaine, la rencontre entre le RHDP et la CAPSI, simple politesse ou tournant politique. Cette rencontre qui a surpris plus d'un observateur pose plusieurs questions. Est-ce le signe d'un apaisement des tensions politiques, un début de dialogue constructif entre acteurs clés du paysage ivoirien ou simplement un geste symbolique sans réelle portée politique? Passons aux chiffres de la semaine. 1,7%. C'est le taux actuel de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, en nette baisse depuis 2010. Cela signifie-t-il que nous pouvons relâcher nos efforts ? Il témoigne des progrès significatifs réalisés en Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH-Sida grâce à la mobilisation des acteurs de santé, aux campagnes de prévention et à l'amélioration de l'accès aux traitements. Mais ce succès ne doit pas nous faire baisser la garde. La vigilance, l'éducation et la solidarité restent essentielles pour continuer à avancer vers l'élimination de cette épidémie. Disons juste que le chiffre de la semaine, 1,7%, est porteur d'espoir. Et puisqu'il est aussi question d'espoir, de prise de conscience et d'engagement ce soir, accueillons à présent nos invités du jour. JC Pluriel, artiste engagé, et Yola, artiste chanteuse, tous deux membres du collectif Aime ton pays, la Côte d'Ivoire, un collectif qui, à travers la musique et la parole, fait vibrer des messages de paix, de cohésion et de citoyenneté. À quelques mois des élections, des artistes ivoiriens unissent leurs voix pour appeler à l'unité nationale. Leur message, Aime ton pays, la Côte d'Ivoire. Le single a officiellement été présenté le mercredi 16 juillet dernier au Cénac de Treichville. C'était en présence de Drissa Diané. La musique comme arme douce pour cultiver l'amour de la patrie. C'est le pari du collectif d'artistes réunis autour du single Aime ton pays, la Côte d'Ivoire. JC Pluriel, Fakis, Lago Poulin, Yola et les garagistes. 5 artistes dans 5 styles, un même cri du cœur. Préserver la paix, surtout dans un contexte préélectoral, sont cibles. Le Cénac de Treichville a vibré ce mercredi 16 juillet au rythme de cette chanson engagée, portée par des valeurs de tolérance, de respect et d'unité. La chanson est bienvenue. C'est bienvenu. Il y a longtemps que ça passe, mais les gars, ils ne comprennent pas le point de la chanson. Ils pensent à l'amusement pour danser, pour faire du mal. Dans un pays où il n'y a pas la paix, ça ne va pas. Dans une famille, il faut la paix partout. Je remercie cette initiative, que chacun de nous sache que le pays, c'est le pays. Comme il a dit, si ce pays prend feu, où nous allons aller? Nulle part. C'est vrai, on peut se trouver au Burkina, on peut se trouver au Niger, on peut se trouver où? Mais du coup, toujours que tu es ivoirien. Sois ivoirien d'abord. Ça, c'est la seule manière que moi je vois. Le single dont la sortie officielle est prévue ce jeudi 17 juillet arrive à un moment stratégique. Au-delà de la scène, ce collectif veut semer dans le cœur l'idée que la diversité ivoirienne est une force, pas une menace. Voilà, pour vraiment sensibiliser tout Ivoirien qui vit sur ce territoire, comme les gens des étrangers aussi qui vivent sur le territoire ivoirien, qu'on ait au moins une élection apaisée. Parce qu'on a fait cette chanson-là dans le but de sensibiliser tout le monde. Voilà, nous ne faisons pas de la politique, mais nous sommes les yeux et la bouche du peuple. Raison pour laquelle ce titre est sorti pour qu'au moins chaque Ivoirien, chaque citoyen puisse s'imprégner dedans pour qu'au moins on puisse avoir une paix de manière correcte. Un message d'unité lancé en musique pour rappeler qu'en Côte d'Ivoire, vivre ensemble est plus qu'un slogan. C'est un choix à faire chaque jour. Je le disais donc, nos invités du jour, JC Pluriel, bonsoir. Bonsoir. Yola, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif Aime ton pays, la Côte d'Ivoire? C'est un collectif qui est composé de 5 membres, dont moi, JC Pluriel, Fakis, Lago Poulin, Yola, qui est là avec moi, et les garagistes. Alors, quelles sont ses valeurs, ses actions et comment il est né? On est venu juste présenter la vie.
on est venu présenter la vie parce que ça rime, qui parle de vie. Je pense que le mot vie contient l'amour et la paix. Là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de paix, il n'y a vraiment pas de vie. Donc on est venu présenter la vie. Et je disais tantôt que ce n'est pas une action politique, mais c'est une action citoyenne. Pourquoi? Parce que l'amour, aimer son pays, c'est un devoir. C'est un devoir d'aimer son pays et en même temps, c'est un droit d'aimer son pays. Puisque ailleurs, ce n'est pas chez nous et chez nous, ce n'est pas ailleurs. Donc c'est sous l'appel de Madame la ministre, Maman Françoise Remarque, lors des présentations de vœux en début d'année, qui a exhorté tous les artistes à sortir des œuvres dans ce sens. Et c'est le moment que Dieu a permis, parce que se rassembler, se mettre ensemble, c'est vraiment pas évident. Dieu a permis que ça soit ce moment. Dieu merci, ça sort avant les élections. Donc nous pensons et nous espérons que cette chanson-là puisse contribuer véritablement au discours que tout le monde tient dans les foyers, dans les rues, sur les médias. Mais beaucoup plus l'objectif, c'est que cela puisse apporter beaucoup d'apaisement dans le cœur et dans l'esprit des uns et des autres. Alors, quel rôle, selon vous, un artiste peut-il ou doit-il jouer dans la construction d'une société juste et unie? mais ça, c'est une question, c'est une très belle question. En fait, j'ai toujours pensé à ça. Quel est le rôle d'un artiste? Moi, je vais beaucoup plus loin. Quel est le rôle d'un artiste dans un pays qui est en train de se construire? Mais justement, les guides religieux font leur part. Les politiciens font leur part. L'éducation dont vous voulez en parler tout à l'heure, l'éducation fait sa part. Maintenant, quand l'artiste prend sa plume ou prend le micro, l'artiste doit être le prolongement de tout ce dont le pays a besoin. L'artiste doit être l'écho de tout cet avenir, de cette vision que le pays vise en fait. Mais l'artiste ne doit pas donner des messages qui vont à l'encontre de ce dont... Donc, normalement... Bon, nous, on n'est pas censé contrôler cela, mais il devait avoir vraiment un contrôle. Il y a des choses qui doivent être contrôlées. Quant à ce que vous, l'effort que vous faites, homme de médias, pour mettre toutes ces belles choses à la lumière, et qu'un autre artiste vient tenir un autre discours contre ce que vous faites, vous ne voyez pas qu'un seul message va rester dans le téléphone de quelqu'un pendant un mois, des années, et pendant qu'on lui parle de l'avenir, lui parle de destruction. Donc, la chanson, la musique allie texte, parole, en même temps une mélodie. Donc il y a plusieurs vibrations là-dedans. Je pense qu'il faut interpeller ce qu'on écoute et ce qu'on fait écouter en Côte d'Ivoire. Je pense que ça aussi, c'est un autre travail et on a le droit de le faire, de dire non, nous on n'écoute pas ça ici, on veut écouter ça ici. C'est pour une période. Quand le Français prend le micro qu'il veut chanter en France, ce n'est pas dans le même besoin qu'il prend son micro pour chanter l'artiste français. Mais quand un Africain, singulièrement un Ivoirien dans ces temps, prend son micro pour chanter, je pense qu'il doit faire attention à ce qu'il dit. Parce que, comme j'ai dit, ailleurs, ce n'est pas chez nous, et chez nous, ce n'est pas ailleurs. Voilà. Alors, Yola, pourquoi vous avez choisi de vous engager dans ce collectif? Parce que j'aime tout simplement la paix. Regardez ces jeunes-là. Vous voyez un peu. Mais si ça ne va pas dans le pays, chacun reste chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas envie d'être en prison. Donc, je pense que c'est mieux de parler de paix, de parler de cohésion sociale. C'est pourquoi je me suis engagée. Alors, vous parlez souvent aux jeunes dans vos chansons. Et quel morceau est, selon vous, le plus grand défi de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? Dans mon répertoire? Oui, dans votre répertoire. Dans mon répertoire, il y a d'abord l'année de mon année et après est venu Héros des temps. C'est vrai, c'est des choses que les gens écoutent pour danser, mais... C'est pas parce que c'est moi qui ai chanté, mais sérieusement, quand vous prenez la première phrase jusqu'à la dernière phrase de l'année de mon année, je pense que c'est un texte qu'on doit écrire dans un tableau en or et puis afficher quelque part. Vous comprenez? D'ailleurs, quand la première fois, on va te dire Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Donc l'humilité déjà. Et on va arriver à la fin, on va dire bon, écoute, c'est l'année de ton année. Mais avant que ce soit l'année de votre année, mais il y a tout un parcours. Vous venez d'en parler tout à l'heure. Et la réussite n'est pas un acquis. La réussite, ce n'est pas un acquis. Vous décidez tout jeune de devenir ceci. Et il peut y avoir des embûches, beaucoup de difficultés. Et après, cette deuxième chanson qui est venue, qui parle des héros des temps. Mais bien sûr, il faut que tu sois le héros de ton temps. Parce que ça dépend de tes aspirations et de tes objectifs. Vous voyez, nous situons entre la sécurité, donc le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur, et aussi des hôpitaux.
Parce que avant qu'un jeune ne prenne sa machette ou bien ne décide ce soir d'aller casser la porte d'autrui, la chanson peut être comme un tampon à travers le message qu'il reçoit. Quand tu lui dis c'est son année, mais il tient au moins un frein en main pour dire attends, on vient de me dire c'est mon année, comme je suis mécanicien, bon je vais essayer cette année-là. Peut-être que la mécanique va me réussir. Déjà, juste cette petite réflexion, regardez l'effet que ça fait sur la personne. Un temps, il est en train de comploter pour aller faire le mal. Donc la musique, vraiment, elle est importante. Malheureusement, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun peut dire, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous sommes dans une construction. Et nos parents, nous autres, ne sont pas forcément Abidjan. Donc quand on pense à tout cela, surtout aux enfants les plus petits, qui n'ont pas de force pour courir, qui ne peuvent pas se défendre, nous pensons qu'il y a un travail à faire. Donc, les textes qui s'adressent beaucoup plus aux jeunes, pour revenir à votre question, c'est surtout Héros des temps. J'aime ça beaucoup, parce que j'ai tout un parcours, c'est un parcours initiatique. Voilà. Après, il y a le cœur des hommes que j'ai chanté, bon, mais tout ça, c'est le même message. Voilà, c'est le même message. C'est le cœur de l'homme qui le détruit. Parce que malgré tout ce que vous avez, une belle famille, de bons amis, mais quand vous avez dans votre cœur des pensées qui ne sont pas bonnes, quand tu te retrouves avec des amis, ce n'est pas pour penser à de bonnes choses, mais quand ça va vous retrouver, c'est pour aller spolier, c'est penser aux mauvaises choses. Et tout cela vient du cœur. Donc, pratiquement tous mes titres sont adressés à la jeunesse. Dieu merci, il y a beaucoup de témoignages, mais on continue, ce n'est pas encore fini. Ouais. Alors Yola, en tant que femme artiste, comment vous vivez cet engagement dans un milieu qui est souvent masculinisé? Moi, je vis bien la chose. Et en plus là, vous êtes la seule femme dans le collectif. Oui, je suis la seule femme, c'est vrai, mais je pense que je ne suis pas la seule femme qui parle de paix. Nous sommes beaucoup, je pense que c'est la seule chose que les femmes savent faire, parler de paix. Donc, je me sens bien dans le sujet. Et j'ai bien fait de m'engager avec mes 5 garçons. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que le collectif agit aussi hors des micros, on va dire? Est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation, par exemple dans les écoles, dans des marchés? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, comme vous venez de le dire, l'œuvre, on a fait la présentation le 16 qui est sortie le 17. Donc, ça vient juste de sortir. Ce que nous sommes en train de faire pour l'instant, c'est mettre la lumière sur cette chanson. Donc l'audio est là. La semaine prochaine, on réalise la vidéo. Et avec ces 2 supports, alors ce que vous venez de dire, parce qu'il y a plein d'Ivoiriens qui ne savent pas. Donc manque d'informations et tout, on va commencer à sillonner. Comme j'ai dit, il ne faudrait pas que l'Ivoirien se leurre. Il ne faut pas penser que non, comme on va gâter ici, on va là ailleurs. Moi, c'est mon message clair. Voilà. Si tu veux que tu vas aller ailleurs aussi, là, c'est parce qu'ils ont construit, ils ont gardé la paix, que tu peux partir. Donc, chaque action que tu dois poser, j'aime le débat contradictoire comme tout à l'heure. Tu peux ne pas être d'accord, c'est normal et c'est ton droit. Mais hormis ça, nous restons des frères, nous restons des Ivoiriens. Et cela est très, très, très important. Voilà. Donc, pour la promotion, merci, vous nous mettez un peu la lumière sur nous. Bon, ça vient un peu. Ça viendra. Alors, et si vous deviez dire une seule chose à la Côte d'Ivoire ce soir en une phrase? Je l'ai dit en début de cette chanson. J'ai dit notre diversité n'est pas une menace, mais au contraire, ce sont des valeurs. Tous différents que nous sommes, mais c'est une force d'ailleurs. C'est ça qui crée le dynamisme. Et à la fin, pour la je réponds ce que Poulain Garagis a dit. Oui à ma vie. Oui à ma vie. Non, oui à ma voix et non à ma vie. Oui à ma voix et non à ma vie. C'est une élection. Donc tu dis oui dans l'urne, mais il faut refuser que ta vie soit emportée. Donc oui à ma voix et non à ma vie. Voilà. Yola? Oui, c'est la même chose. Oui à ma voix et non à ma vie. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre sur une note artistique et engagée, place au slam avec Hélène Beckett et son texte « Frères du même berceau ». Bonsoir, Mam. On n'a rien en commun, mon frère du même berceau. On est fait de la même matière, mais on ne vit pas sur les mêmes morceaux. Ce que j'appelle case, tu l'appelles cabane. Ton vocabulaire me dérange. J'ai des ethnies, tu as des langues. On n'a rien à se dire ensemble. Chez moi, on fait des accolades. Chez toi, on ne salue même pas. Ton quotidien est étrange. Je prie mes aïeux, tu pries ton Dieu. Et ta science dit que ta croyance, elle ment.
Mais on n'avance pas en restant à la même place. Au-delà de mes manières, au-delà de tes thèses, il y a nos rêves. Et la répétition de la sobriété rend ivre, de même revivre. Les mêmes quotidiens ne nous donnent pas un jour de vie. Alors, ça fait du bien d'être proche d'un autre moi qui ne fait pas comme moi. On est des voisins même à des milliers de kilomètres. On s'est séparés par des chaînes. La mer peut séparer nos continents, mais pas nous détacher. Donc échangeons nos contenants. Et la miss d'un ciel à couleur unique n'arrive pas à la cheville de la troisième dauphine d'un arc-en-ciel. Parce que quand on est proche, on offre à ce monde de plus belles couleurs et des cultures meilleures. Quand on est proche, l'Africain envoie sa case, l'Européen son gratte-ciel. L'Asiatique sa tente, l'Américain sa charpente. Et ensemble, on construit à ce monde un toit à ciel ouvert. Et ensemble, on construit à ce monde un toit à ciel ouvert. Merci. Merci Beckett. Et pour finir, un sujet de société de plus en plus fréquent, le burn-out. Et Rahima Diabaté en parle ce soir avec Dr Nour Bakayoko, psychothérapeute. Bonsoir Rahima. Bonsoir Mam. Bonsoir docteur. Bonsoir Mam. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors Rahima. Eh bien, tu l'as dit, hein, le burn-out, et si on en parlait. Et justement avec Dr Nour Bakayoko, psychologue, psychothérapeute. Il est aussi vice-président du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. Bienvenue docteur. Merci. Alors, avant de parler de burn-out, hein, déjà, qu'est-ce qu'un psychologue, psychothérapeute? Déjà, il faut parler de spécificité. Parce que le psychologue, c'est le spécialiste du comportement humain et du fonctionnement psychique. Et puis, quand on va parler du psychothérapeute, c'est ce psychologue-là qui s'est spécialisé dans une thérapie donnée. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de thérapies. Voilà, il y a la thérapie psychodynamique, il y a la thérapie humaniste, il y a la thérapie comportementale et cognitive, il y a la thérapie d'acceptation et d'engagement, il y a la thérapie EMDR. En fait, le psychologue psychothérapeute est spécialisé dans une ou plusieurs de ces thérapies-là. Oui. Moi, mon orientation, c'est TCC, c'est-à-dire thérapie comportementale et cognitive, et puis thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc on va aller sur les cas que vous traitez en général. Peut-être la dépression. Ah oui, on suit un peu tout ça, parce que il y a les psychiatres qui interviennent lorsque ça devient, lorsque on rentre dans la maladie mentale. Voilà, dans la maladie mentale. Par exemple, la dépression, c'est une maladie mentale. Ça nécessite à la fois un accompagnement au niveau de la psychothérapie, mais aussi au niveau du suivi médicamenteux. Donc, le psychiatre qui est médecin, oui, lui, il est autorisé à donner des médicaments pour faire la prise en charge, par exemple, de la dépression. Voilà, quand ça nécessite une prise en charge médicamenteuse. Oui. Par contre, derrière, il y a ce qu'on appelle une souffrance psychique. Cette souffrance psychique-là, c'est de l'ordre des psychologues pour pouvoir faire la prise en charge. Et maintenant, le burn-out, ce dévastateur, qu'est-ce que c'est concrètement? Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Okay. Voilà, c'est l'épuisement professionnel dû à plusieurs facteurs, notamment la charge du travail, le stress chronique, le manque de reconnaissance, et puis l'inadéquation entre la vie familiale et la vie professionnelle, et puis aussi, comment on appelle ça? Vous en avez parlé tout à l'heure d'orientation, mais aussi la mauvaise orientation. Ouais. Voilà, ça veut dire que j'ai une place, mais est-ce que je suis à ma place? Excuse-moi, Rahima, JC Pluriel, est-ce que vous avez déjà vécu un burn-out ou dans le milieu de la musique? Un exemple, vous avez dit que c'est quoi cette on parle? Ah oui? Vous n'étiez pas informé. Moi, j'étais quelque part. Moi, j'ai fait mon master tout près à côté de vous ici, en 2010. Et on tombe avec la crise. Moi, je suis musicien, j'ai fait un bac H2, donc tout est musique. Et donc, la police demande à recruter des musiciens. Bah, socialement parlant. Moi, je suis sur l'occasion. Sur la base des valeurs, on nous recrute. Mais non, c'est pas possible. Je ne peux même pas en parler. J'ai été obligé de démissionner. Après 11 ans. D'accord. Mais Dieu est bon. Sinon, non, parce que je suis passé par des... Si je ne peux même pas en parler, tu es seul, tu te retrouves seul. Et c'est pour ça qu'après, vous n'avez plus entendu
il n'y a pas eu une suite logique dans ma carrière, en fait. Il y a eu un silence total. Parce qu'il y avait eu plein de choses que je ne peux même pas en parler. Donc la seule solution, c'était de négocier malgré moi et de partir. Sinon, j'en mourrais. Mais je pèse vraiment les mots, quoi, en fait. Vous voyez? Et donc, je ne sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais c'est comme si je suis un prototype sérieux. Sérieux, et l'orientation, ce n'est pas une orientation, pour moi, c'était une opportunité. J'ai sauté juste l'occasion. Je peux aller faire une maîtrise, puis tu t'en es sous-officier, mais parce qu'il y avait la nécessité pour moi. Voilà. Et donc je suis parti, croyant peut-être que mon ayé, le talent, en même temps étant là-bas avec... Non, mais il y a eu clash des deux et après ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Je continue toujours de me refaire, en fait. Exactement. De me refaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que d'abord, quand on présente ces cas-là, parce que c'est parti d'un burn-out, puisque c'était d'abord lié à la vie professionnelle, et puis ça a commencé à déteindre sur la vie sociale, tout ça. Donc, au niveau du burn-out, il faut d'abord faire un suivi. Un suivi, généralement avec le psychologue ou encore le psychologue du travail, le psychologue conseil, déjà pour voir un peu le niveau. Le niveau, et ce sont ces différents niveaux-là qu'on évalue. Et puis après, déjà, pour le burn-out, souvent ça nécessite le cas les plus compliqués, un arrêt du travail, ou bien une reconversion, ou bien une réorientation professionnelle. Voilà. Ou bien déjà une mobilité professionnelle, c'est-à-dire on quitte parce que ça peut être lié aussi à un environnement de travail assez toxique. Voilà. Et puis ça peut rentrer aussi dans une forme de conflit d'intérêt, conflit d'autorité. Donc quand on est dans ces positions-là, il faut prendre des décisions assez adéquates. Voilà. Ça peut être lié aussi à notre vie personnelle. Voilà. Souvent, il y a la pression familiale, il y a la pression sociale, il y a la pression culturelle. Est-ce qu'on est avec la bonne personne qui nous soutient? Est-ce qu'on est avec les bons amis qui nous soutiennent? Donc, toute cette pression-là, c'est tout ça que le psychologue déjà évalue pour permettre déjà à l'individu de mieux s'équilibrer, de mieux se récupérer, de mieux se retrouver, de mieux se reconstruire. Parce que souvent, on peut arriver à un moment donné à le faire seul. Voilà, on va dire que ça va, tout ça, mais souvent il y a des états latents. Ça veut dire qu'on l'a fait seul, tout ça, on n'a pas identifié certains points. Mais quand même, on arrive à vivre tout ça. Vous allez voir qu'il y a un élément qui peut venir déjà tout chambouler. Donc, le spécialiste permet d'identifier ces différents états latents-là qui peuvent déjà être source de rechute, voilà, déjà pour commencer à travailler sur ces éléments. Et en tant que psychologue, psychothérapeute, avez-vous constaté une augmentation des cas de burn-out en Côte d'Ivoire ces dernières années? Ah, oui, effectivement, j'ai constaté, même pas fait une étude pour pouvoir donner des résultats. Je parle des constats que moi que je reçois. Parce qu'à côté, je suis conseiller en insertion professionnelle à l'Agence Emploi Jeunes. Donc, je reçois aussi les jeunes en situation professionnelle et je reçois aussi des jeunes aussi en quête d'opportunités professionnelles. Donc, vous voyez un peu, il y a ce qu'on appelle l'entretien diagnostique avec les jeunes. Donc, lors de cet entretien diagnostic-là pour le jeune en situation professionnelle, c'est de l'aider à avoir une bonne évolution professionnelle en fonction de son état émotionnel, son état comportemental, ses acquis, son expérience professionnelle. Donc là, tu peux voir un peu la charge mentale, même la détresse psychologique sur beaucoup de jeunes. Ou quand on va en entreprise, on voit aussi les employés, quand on veut faire une évaluation en entreprise, mais il y a des personnes, vraiment, on sent déjà et on interpelle. Non, cette personne, il faut faire attention. Parce qu'il y a des signes de détresse psychologique, la personne risque de faire quand même un burn-out. Mais justement, pourquoi ces cas-là sont légion maintenant? Il revient encore un problème d'orientation. Le problème du choix de métier. Voilà. J.C. Purel a dit tout à l'heure, l'opportunité s'est présentée, voilà, par rapport à certaines situations, lui, personnellement, il sait de quoi il parle. Par rapport à une certaine situation, il a sauté sur l'occasion. Il s'est dit que peut-être quand il sera là, il y a des choses qui vont changer, etc. Vous comprenez? Donc, il rentre dans un corps où tout est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que l'artiste, à la base, est libre.
Ouais. L'artiste à la base est libre. Donc vous voyez un peu le choc. Vous allez voir que pour beaucoup de personnes aussi, je n'ai pas bien choisi, je suis là parce qu'on me paye. Mais à la réalité, on te donne de l'argent. Mais est-ce que émotionnellement tu es toi-même? Il y a aussi ça. Parce que tu fais un travail que tu n'aimes pas forcément, et puis juste pour le salaire. Donc il y a des éléments qui vont s'entrechoquer. Le talent, la passion, les compétences acquises. Souvent les trois vont ensemble, souvent les trois ne vont pas ensemble. Hein. Et puis après, aujourd'hui, dans les systèmes de recrutement, on ne recrute pas dans les règles de l'art. Voilà, on va recruter parce que la personne a présenté un CV, il a tout le comportement, il a toutes les compétences requises. Mais est-ce qu'au niveau comportemental, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, il est assez stable pour pouvoir tenir ce poste-là? Donc, il y a aussi ce volet-là qui va se présenter. Et puis, il y a la charge du travail. Vous voyez, par exemple, les entreprises qui vont, pour un seul employé, donner trop de charges à la personne. Il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. On dit, ouais, il est polyvalent, il est polyvalent, il est polyvalent. Mais en fait, il est résigné à le faire parce qu'en fait, il gagne de l'argent dedans. Et puis, à côté aussi, les gens vont penser que non, le burn-out, c'est pour... généralement, c'est pour les employés, etc. La plupart de ceux qui font le burn-out sont des personnes très compétentes. Vous comprenez? Et puis encore, vous allez voir qu'il y a ces travailleurs-là qui sont perfectionnistes. Généralement, ils tombent souvent dans le burn-out. Voilà, parce qu'ils sont des éléments qui ne veulent pas laisser. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, et comme on ne peut pas tout maîtriser à la perfection, voilà, les petits échecs là, on les considère comme de gros échecs parce que justement on est perfectionniste et ça nous joue sur le mental. Oui. Et JC Pluriel, qu'est-ce qui vous a fait croire, comprendre que vous étiez en mode burn-out? Mais, docteur là, tu le vis. En fait, physiquement, quand on te voit, tu as le sourire, tu vas bien. Ouais. Mais à l'intérieur, tu es détruit. Je ne sais pas combien de jeunes qui vivent ça, mais s'ils reçoivent ce message, qui s'accrochent. En fait, vous voyez des gens jolis, joviales, mais ils ne peuvent même pas se confier. Et à l'époque, comme il disait, tu es résigné, tu es que tu es soumis au droit des réserves. Tu ne peux même pas expliquer. C'est même ça. Tu ne peux même pas expliquer. Tu n'as même pas le droit même d'en parler. Même ça. Mais après... il y a des opportunités, mais tu n'as jamais rêvé. Je suis là, je suis invité en Allemagne, en Berlin. Il y a de France. Paris, on va tous les jours. Oui, on peut comprendre. Mais il y a eu des invitations. Je fais des insolites, c'est pas possible. Vous imaginez qu'on m'invite jusqu'en Biélorussie. Mais c'est des témoignages vrais qui sont là. Les documents sont là, les vidéos à l'appui. Et tu es là, tu ne peux pas bouger. Pourtant, il y a le côté honneur. Et puis il y a le côté maintenant pécuniaire. Tu sais que tu perds de l'argent en tant que jeune. Oui. Donc, tu ne peux pas. Je ne sais pas comment j'ai pu résister, je ne sais pas comment j'ai pu faire, parce que c'est des moments très sombres où je pouvais moi-même attenter à ma propre vie, puisque j'étais doté, ou puis attenter à la vie même des autres. C'est des choses que peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de m'asseoir pour bien expliquer aux gens, mais c'est réel. Parce que ce n'est pas que ma vie seule que j'allais finir avec. Sur le champ, là, tu as envie de tout gâter, là. Mais le temps, ils vont t'arrêter, là. 3 vies sont parties, mais 4 vies sont parties. Mais là, c'est un gros problème. Et c'est un gros problème. Oui, et docteur, justement, comment savoir si l'on souffre d'un burn-out? Déjà, pour savoir si on souffre d'un burn-out, il y a des signes avant-coureurs. Ton corps t'interpelle. Ça veut dire que tu sens régulièrement de la fatigue. Et c'est quand tu décides d'aller au travail. Hein. Oh, mais c'est quand tu veux travailler, tu sens que tu es... C'est-à-dire que tu es fatigué. Donc, il y a cette fatigue physique, mais aussi la fatigue émotionnelle. Et même tu es irritable, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu te fâches. Voilà, donc il y a des paroles souvent que tu lances d'ici et là. Et puis après, souvent tu as des problèmes pour pouvoir te concentrer. Tu n'arrives pas à te concentrer. Et puis à un moment donné, tu culpabilises parce que tu as un sentiment d'incompétence. Alors que tu as des résultats, mais tu as l'impression que c'est rien. Voilà, tu as ce sentiment d'incompétence là. Et puis maintenant, au niveau du travail,
tu vois que tu t'investis un peu trop. Malgré le sentiment d'incompétence, c'est comme si tu voulais rattraper quelque chose et tu t'essais un peu maladroit sur le bord. Il faut commencer déjà à te poser des questions. Il faut commencer à te poser des questions. Yola, le burn-out, ça vous parle aussi ou pas? Bon, c'est que la table a beaucoup de patience. Il y a beaucoup de patience, tout simplement. Parce que il y a un élément, il y a un élément que JC Pluriel a soulevé. Là, on a réveillé quelque chose. Il y a un élément que JC Pluriel a soulevé. Oui. Vous avez vu les cas d'autolyse, de suicide, oui. Non seulement dans le monde de l'armée, oui. Mais justement, parce qu'on ne parle pas. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, vous voyez un peu, donc de l'intérieur, ça boue. Ça boue. Ce qui ne sort pas. Quand on dit, par exemple, tu as fait une hémorragie. Ok, ce qu'on voit là, on soigne. Oui. On dit, tu as fait une hémorragie interne. Vous comprenez? Oui. Donc, en réalité, tout ce que tu ne dis pas, c'est au fond de toi et ça commence à te détruire de l'intérieur. Ça peut t'amener à faire des choses. Mais ce sont des métiers qui sont un peu plus exposés. Vous allez voir les enseignants, vous allez voir même les médecins, vous allez voir les métiers où on aide. Où on aide, où on est beaucoup au contact des gens, où on écoute souvent trop de problèmes. Comme par exemple, vous les journalistes, tout ça, vous recevez des personnes sur ce plateau qui racontent des histoires. Tout ça, ça peut créer ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Ça veut dire que c'est un traumatisme par procuration. À force d'écouter, tu commences à vivre le traumatisme de la personne qui est en train de t'expliquer. Donc si la personne dit que non, j'étais dans tel coin, on m'a fait ci, ou bien non, mon enfant était ici, on a fait ci, tu rentres à la maison, dis-moi ton enfant, toi-même tu étais où? Il faut faire attention. Hein. Pourquoi? Tu vois que tu deviens un peu parano parce que déjà ça commençait à agir sur toi. Et c'est ce qu'on dit, tout le monde n'est pas habilité à écouter. Tout le monde n'est pas habilité à percevoir, je vais dire, la profondeur de la souffrance. Voilà. Voilà pourquoi, généralement, on demande aux gens, écouter est très difficile. Écouter est très difficile. Parce que tu t'amuses à écouter d'une certaine manière, tu enterres la personne. Parce qu'on est toujours enclin à donner des conseils. Ouais. Alors que quand les personnes sont dans les situations de burn-out, par exemple, ils n'ont pas besoin de conseils. Ouais. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'écoute. J'ai une question. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, vu que tout le monde n'a pas forcément accès, on va dire, aux psychologues ou aux psychothérapeutes. Comment on gère ces situations-là quand on ne peut pas aller chez le psychologue ou chez le psychothérapeute? D'accord. Déjà, il y a un aspect qu'il faut prendre en compte. Déjà, avec les entreprises, avec les organisations, avec les corporations, on travaille avec eux sur ce qu'on appelle les PSP. Les PSP sont les premiers secours psychologiques. Vous voyez, quand il y a un accident de la route, si tu as été formé au secourisme, déjà, il y a des pratiques que tu as. Mais quand c'est au niveau émotionnel, si c'est au niveau mental, il n'y a pas de secouriste en fait. C'est-à-dire que tout le monde va faire pour lui comme ça. Donc, avec les entreprises, les organisations, les différentes corporations, même on a eu à travers la DGPN sur ça, c'est-à-dire les premiers secours psychologiques. Ça veut dire comment, avant que la personne ne parte chez le psychologue, le stabiliser, voilà, lui permettre d'avoir une forme d'équilibre pour pouvoir maintenant référer. Le deuxième élément, c'est que on interpelle les autorités déjà. Voilà, c'est une volonté politique. Si l'État décide, par exemple, de doter l'armée de psychologues, de doter les différents compartiments, les écoles, parce que ça va vous étonner, mais les écoles n'ont pas de psychologues. Voilà. Voilà, dans les entreprises, tout ça, voilà, il peut avoir accès quand même à des psychologues. Puis le troisième point, c'est quelque chose qui existe déjà, que les gens déjà peuvent explorer au niveau professionnel, je précise. Au niveau professionnel, c'est que déjà à l'agence emploi jeune, vous pouvez avoir accès gratuitement à ce qu'on appelle un entretien diagnostique. Voilà, c'est un entretien complet. C'est-à-dire que tu sois en situation de recherche d'emploi, que tu sois en situation professionnelle, tu peux venir déjà pour faire le point sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle et voir comment on peut participer à ton évolution professionnelle en fonction de ton comportement, en fonction de tes émotions, en fonction de tes acquis, en fonction de tes talents, en fonction de tes compétences. Comme ça, tu sais maintenant où tu vas.
Comme ça, quand tu es devant un employeur, tu sais comment te vendre, tu sais ce que tu peux vendre, tu sais ce que tu ne peux pas vendre. Oui. Et en même temps, comment prévenir un burn-out? Déjà, pour prévenir un burn-out, il faut bien s'orienter pour pouvoir trouver sa place. Ou bien, si on est dans un métier, je ne veux pas dire qu'on n'aime pas, mais dans un métier qui n'est pas celui de notre passion, il faut équilibrer ça par sa passion. Ça veut dire que si je fais, par exemple, un travail X qui n'est pas vraiment ma passion et que j'aime bien la guitare, les samedis, je peux jouer la guitare. Voilà. Et comment le cerveau va comprendre ça? C'est que c'est le métier que tu fais là qui te donne l'argent pour vivre ta passion. Ça fait que tu es motivé à faire ce travail-là, parce que ça te permet de vivre ta passion. Ouais. Même à ceux qui vont s'orienter, par exemple, les parents qui vont dire non, bon, je prends le cas des artistes. Hein. Non, quand un jeune dit non, je vais faire par exemple de l'art, les parents vont dire il n'y a pas rien dedans, il n'y a rien, voilà, tout ça. C'est une mauvaise information. Je pense qu'ils peuvent confirmer, c'est une mauvaise information. Donc, si le parent veut que son enfant ait forcément un diplôme, il va dire que, bon, d'accord, arrange-toi pour avoir un diplôme peut-être en droit, en comptabilité, tout ça. Comme ça, quand tu seras artiste là, personne ne va te tromper dans ta comptabilité ou dans la gestion de ta carrière. Toi-même, tu vas bien gérer ta chose. Ouais. L'enfant, il est motivé à faire comptabilité, il est motivé à faire droit parce que ça fait partie de la réalisation de son projet professionnel. Ouais. Voilà, donc il faut savoir bien s'orienter. Et puis aussi, il ne faut pas seulement parler à l'individu, il faut aussi parler aux employeurs. Voilà, c'est de dire à tous les DRH, déjà, à tous les patrons, à tous les DG, vos employés ne sont pas vos esclaves. C'est-à-dire que vos employés ne sont pas vos valets, etc. Investissez dans le potentiel humain. Moi, je loue ces entreprises-là. Moi, je suis un psychologue référent de plusieurs entreprises. Quand on voit qu'il y a des problèmes, voilà, on nous les réfère. Mais parce qu'on s'occupe de la santé mentale des employeurs. C'est le mental qui guide le physique. Ouais. Si au niveau du mental, l'employé n'est pas assez équilibré, on ne va pas atteindre les résultats. Mais c'est l'employé qu'on fait souffrir et puis on lui demande d'atteindre les résultats alors que mentalement, il n'est pas assez assis. Demain, on va dire qu'il n'est pas compétent. Ça n'a rien à voir avec la compétence. Ça a à voir avec l'environnement dans lequel il travaille qui agit sur sa santé mentale. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas concentré dans le travail. Quand l'environnement est sain, la compétence se déploie aisément. Ouais. Et docteur, moi j'ai une question. Il y a ces personnes qui ont du mal à se déconnecter du travail, peut-être le week-end, le soir en rentrant à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Déjà, il faut mieux s'organiser. Remarquez bien, on est expert en communication, on est expert en marketing, on est expert en droit, mais on est rarement expert de soi-même. On est rarement expert de soi-même. On organise des projets agricoles, projets projets humanitaires, tout ça. Mais remarquez, on ne se met jamais dans le projet. On ne se met jamais dans le projet. Ce que vous dites, la déconnexion au niveau du travail, c'est qu'on a fait un projet au travail. Ça veut dire que je dois atteindre tel objectif, je dois atteindre tel objectif. Comme les objectifs sont serrés, même le week-end, voilà, je suis dans mes objectifs, il faut que ça aille vite. Mais en réalité, on a fait cette projection-là sans se mettre dedans. Voilà pourquoi, quand je me retrouve en train de jouer ou encore en train d'essayer de m'épanouir, dans ma tête, je dis, mais ça là, je peux prendre le temps pour finir le travail que j'ai à rendre là. Mais si on s'était mis dans le projet, on dit que je dois rendre le travail, par exemple, je sais pas, le lundi, tout ça, le samedi là, pendant au moins de 8h à 12h, il faut que je puisse m'épanouir. Et puis peut-être de 13h à 14h, 1h là, je prends peut-être pour terminer le travail. Et puis les autres heures là, je prends pour faire ci. Ça veut dire qu'on s'est mis dans le projet. Donc ce qu'on fait en réalité, c'est pas qu'on perd du temps parce que c'est dans le programme. C'est dans le projet. Donc c'est vraiment se mettre nous-mêmes au cœur de nos différents projets, au cœur de nos différentes organisations pour ne pas avoir l'impression qu'on perd du temps et qu'on va culpabiliser. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais, tant que c'est en corrélation avec la loi et la morale, tu es sur la bonne voie. C'est ça. On va s'arrêter là, il y a tellement à dire. C'est tellement bien. J'aime la dernière phrase là. Oui. Pas ça, il doit répéter ça quand même. Non, la dernière phrase est. Alors, docteur, on répète la dernière phrase. Tout ce qu'on fait qui est en corrélation. Voilà. Tant que ce que tu fais est en corrélation avec la morale et avec la loi, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie.
Merci. Oui. Mais en fait, c'est un conseil pour beaucoup d'autres jeunes, en fait. Voilà. Mais maintenant, la négation de cette phrase voudrait dire que va leur permettre de savoir qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est pour que dans la phrase, là, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Vraiment, merci, docteur. Raïma. Merci encore, docteur. Merci JC Pluriel. Merci Yola. Je pense que, docteur, vous avez 2 potentiels... et peut-être 4 même, pourquoi pas. Déjà, j'ai apporté un outil que... voilà, on peut vulgariser, ça peut aider les personnes voilà, à pouvoir se... Je sais plus, ça oui, j'ai pour toi. Mais pour finir l'émission, sans le vouloir... psychologique. Comme vous avez de la santé psychologique. Oui. Okay. Exactement. Comme vous avez posé la question au départ, vous voyez, donc, en fait, c'est parce que moi-même, j'ai subi toutes ces choses que je me vertue dans mes chansons à booster. Exactement. Voilà, si vous remarquez bien, en fait, je veux forcément que quelqu'un comprenne quelque chose, en fait, mais je ne parle pas de moi, mais en vérité, quand je donne mon témoin, vous voyez qu'en fait, il s'agit de moi. Donc, je veux que, vous ne voulez pas que quelqu'un tombe là-dedans, parce que ce n'est pas évident. Quand on rentre dedans, pour ressortir, ce n'est pas évident. Même s'il y a un psycho, lui, il fait son travail, mais quand vous le quittez, comment vous comportez par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc, c'est un travail qui est le moins difficile. Et pour finir, je voulais profiter, c'est la même chose. Grâce au ministre de l'Intérieur, le général Bagondo, il est venu, oui, il m'a entendu. Il a entendu mon cri de cœur, il m'a donné ma liberté. Vraiment, son merci ne finira jamais. Parce que s'il n'avait pas fait, je ne serais pas encore ici en train de rendre ce beau témoignage. Donc vraiment, merci à lui pour ce geste, pour cette signature-là qu'il a posée. Il ne sait pas qu'il vient de sauver vraiment une vie. Parce que si on ne me laisse pas partir, je ne peux pas fuguer, je ne peux rien faire. Ce que j'ai dit là, peut-être qu'il risquerait d'arriver un matin. Et lui, il a fait. Je lui dis vraiment merci. À jamais. Gérard Bagondo. Merci, papa. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, on va terminer donc sur un merci. Merci à tous nos invités. Merci à notre chroniqueuse Raïma. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre tous les jours. À très bientôt pour un nouveau débat. Et d'ici là, que chacun trouve et suive son droit chemin. Excellente soirée et bon week-end à tous. Merci. Merci.